Messieurs, dames, chers amis, donc bienvenue à cette dernière conférence de la saison scolaire, donc 2018-2019, sur le thème donc, de la science et la conscience. Donc nous allons explorer un petit peu ce thème, et puis j'espère aussi, dans un deuxième temps, que vous ne serez pas avare de questions, et de votre participation permettra à cette soirée d'être animée, vivante, comme nous sommes. Voilà. Hein. Encore une fois, je vous l'ai dit la dernière fois, j'étais dans un état plutôt extatique. Cette fois-ci, je suis dans un état très calme, tranquille, ça change, extrêmement calme. Nous ne sommes pas seulement vivants, mais nous sommes la vie, encore faut-il le réaliser. Qu'est-ce qu'on entend par science et qu'est-ce qu'on entend par conscience? Avant que la science n'apparaisse comme une nouvelle religion, hein, il y avait la religion dans le passé, qui devait s'occuper éventuellement de conscience, et il y a la science qui est apparue chez nous, surtout, disons qu'il y a longtemps que la science a émergé, bien sûr, mais elle est devenue très importante par rapport à nos vies, hein, depuis le siècle des Lumières, en gros. Hein, donc une bonne centaine d'années, un peu plus de une centaine d'années. Et donc la science a fait des progrès immenses à partir de ce moment-là. La science a permis de se distancier ou de se dégager un petit peu de l'emprise religieuse. Mais de notre côté, la science nous a éloignés aussi des questions de conscience, donc des questions intérieures et des questions du pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que la spiritualité. Et est-ce que finalement, la matérialité dans laquelle nous nous sommes enfermés à cause de cette science n'est pas en train de nous étouffer carrément et nous amener tous vers un mur, hein, vers une fin qui serait plutôt désastreuse. Voilà. Donc voilà un petit peu mon introduction. Alors, la science, c'est une science de ce qui se mesure. C'est la science, c'est les mathématiques, c'est tout ce qui a trait à l'objectivité. Parce que l'objectivité, on peut la mesurer. Voilà. Pouvant la mesurer, on peut éventuellement s'imaginer qu'on peut aussi la contrôler. Donc en fait, on est passé d'être vivant, d'être conscient, on est passé à des sortes d'objets, et ces objets, qui plus est, ont reçu de fortes identifications, et on peut les mesurer, les peser, et donc les mettre dans des cases, dans des catégories. Voilà ce que fait la science en ce qui concerne tout ce qui peut être mesurable et tout ce qui est objectif. On pourrait dire aussi que la science s'occupe, en tant qu'objectivité, elle s'occupe finalement du monde extérieur, qui est un monde relatif à nos cinq sens. Hein? C'est-à-dire que nos cinq sens sont là aussi pour évaluer en soi le monde extérieur. Et finalement, la science suit ce schéma et cherche à circonscrire la nature et à la dominer et à connaître tout ce qu'elle pourrait être en équation. Et par rapport à ça, fabriquer, hein, la science finalement, son objectif c'est de fabriquer des nouveaux objets à partir de son objectivité. Ce n'est pas de fabriquer des êtres nouveaux ou de fabriquer des nouveaux êtres ou des êtres humains, je dirais. C'est plutôt fabriquer des nouveaux objets, de la technologie qui est censée, d'une part, nous amener un certain confort. Okay? Donc, cette science nous a mené à un certain confort, mais nous a aussi enfermés sur une gadgetisation de notre vie au quotidien. Par rapport à une forte propension que nous avons à être assistés, à nous en remettre à tous les professionnels de la science, comme nous en remettions par le passé à tous les professionnels de la conscience, soit dit en passant, c'est-à-dire les aspects religieux. Pour ma part, je ne confonds pas religion, et conscience et spiritualité. D'un certain point de vue, la religion
les religions dans le monde nous ont coupés. Entre nous, entre les peuples. Normalement, religiare, relier, ce serait pour nous relier. Or, à partir du moment où vous développez une religion culturelle par rapport à une histoire d'un peuple, par rapport à un autre, ces histoires vont se télescoper. En fait, nous avons donc deux causes, disons, possibles de notre malaise actuel. C'est que la religion ne nous a pas reliés, bien au contraire, elle nous a séparés. Et la science nous sépare également de notre essence. C'est-à-dire qu'elle nous amène uniquement à penser en termes d'existence et de confort d'existence. Et donc de matérialité par rapport à ce confort d'existence. Qu'est-ce que nous pouvons inventer de plus pour gagner du temps, gagner de l'argent, avoir une vie plus sécurisante, etc., etc., etc. Voilà, nous sommes en train d'étouffer derrière cette espèce de direction dans laquelle nous nous sommes laissés enfermer. Et je pense qu'il est temps de se réveiller et de voir à quel point ce ne sont pas ni les religions qui peuvent nous sauver, ni la science, bien que je ne dise pas que la science c'est nul ou la religion c'est nul. Je dis ça nous a amenés dans des limites. Hein, ça nous a amenés dans certaines limites. Or, nous aspirons tous à l'illimité. C'est-à-dire que notre part intérieure aspire à une expansion maximum de notre être, alors que tout ce que nous recevons de l'extérieur nous amène à nous limiter en fonction d'eux. Vous comprenez? Donc il y a deux forces en nous. Il y a cette force à aspirer à cette illimité, à aspirer à cet être, cette liberté également. Et de l'autre côté, des dogmes, des pensées, qui nous amènent tous à regarder du même côté, et de façon massique, je dirais. C'est-à-dire pas de façon singulière, pas de façon individuelle. Notre individualité est une fausse individualité, si vous voulez. C'est-à-dire c'est une individualité qui fait que on se sent identifié à une peau, à un passé, à une histoire. Mais en réalité, cette peau, cette histoire et ce passé s'inscrivent dans un patrimoine, et ce patrimoine, finalement, on subit l'ensemble de ce patrimoine culturel, avec des nuances pour chacun, mais en réalité, nous sommes vraiment limités par rapport à telle ou telle culture. L'idée de la conscience, à contrario, on pourrait dire qu'elle vise à nous désidentifier et à faire sauter les limitations que ces deux pans, que ce soit la religion ou que ce soit la science, nous ont amenés. Religion, il ne faut pas penser que religion, tout est mauvais dans l'idée de religion ou dans la religion, quelle qu'elle soit. Comme dans rien du tout, en fait. Il n'y a jamais rien de mauvais. Il y a seulement des interprétations. Et il y a surtout des interprétations qui sont là pour nous amener tous à penser d'une certaine façon et donc nous enferrer dans une limitation qui va faire qu'on va bêtement, ou mécaniquement, ou robotiquement, tous à peu près réagir de la même façon pour que nous puissions avancer dans un certain sens. À la base, la religion, elle sert principalement à mener les masses. La science ne fait pas autre chose. On a perdu un dogme pour en trouver un autre. Donc la révolution, elle ne doit pas être c'est pas une révolution scientifique qu'il nous faut, c'est pas une révolution religieuse qu'il nous faut, c'est une révolution intérieure qu'il nous faut. C'est-à-dire comment chacun d'entre nous interprétons le monde. Et comment pouvons-nous développer une nouvelle créativité qui ne serait pas celle issue d'un passé qui est mort, par définition, et surtout qui a tendance à se retrouver toujours dans les mêmes rails. Voyez, observez un petit peu, et observons tous
toutes et tous notre vie de tous les jours, on voit à quel point nous sommes prisonniers de mécanismes puissants qui font que l'on pense toujours pareil, on mange toujours pareil, les horaires sont toujours les mêmes, la façon d'entrer en relation avec les autres demeure toujours la même, et ce, pas seulement sur une semaine, 15 jours, ça peut durer toute la vie. Pourquoi c'est devenu ainsi? Pourquoi c'est devenu ainsi? Parce que l'homme, il est arrivé tout nu sur cette planète. Donc il est arrivé fragile. Or, grâce à la science, grâce à la technologie, grâce à son cerveau, il a pu dominer la nature. Il nous a fait croire que l'on pouvait vivre en toute sécurité. Or, c'est une aporie. C'est-à-dire que si vous pensez que la vie doit être sécuritaire, ce n'est plus la vie. Observez une fleur. Ça ne vous dérange pas qu'elle soit fragile. Vous dites, bon, c'est pas ma vie. Mais ça ne vous dérange pas. Vous dites, qu'est-ce qu'elle est belle, son odeur est magnifique, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle est fragile. Donc, la vie, c'est quelque chose d'extrêmement fragile, mais extrêmement beau, et nous pouvons voir, surtout dans la nature, éventuellement chez les êtres humains aussi, mais nous pouvons voir cette beauté, et cette beauté, elle demeure et elle reste fragile par essence. Vouloir et penser que la science de demain va tous nous sauver et nous permettre de vivre in aeternam, ça serait la pire des catastrophes qui puissent nous arriver. Parce que la mort est essentielle pour le renouvellement. La mort de nos corps physiques est essentielle pour le renouvellement des pensées, des idées, des changements. Et ce n'est pas parce que nous pourrions vivre 200 ans, 300 ans qu'on deviendrait plus intelligent. Parce que voyez à quel point l'être humain, de façon ordinaire, il est assez feignant, je dirais, procrastinant, et surtout, il a tendance à rester dans ses ornières. Donc, à répéter sans cesse un schéma qui fait que, ben oui, c'est comme ça, c'est moi. Oui, tu vois, tel que je suis là, mais tu peux changer. Non, non, c'est moi, je suis comme ça, et je ne changerai pas. Et pourquoi tu ne changerais pas? Et pourquoi nous ne changerons pas? On a tous la possibilité de changer, à n'importe quel moment. Seulement, on a des pensées, on a une sorte de logiciel à l'intérieur de nous qui fait que, en premier, je cherche la sécurité. Et cherchant la sécurité, le meilleur moyen, c'est de répéter toujours les mêmes choses. Donc, de rester dans le connu. Si je m'aventure dans un inconnu, quel qu'il soit, ça veut dire immédiatement, aglagla, aïe aïe aïe, c'est dangereux, c'est pas pour toi, reviens vite à la maison. La religion, la science, les peureux sont admis. Dans ces deux, vous pouvez avoir extrêmement peur de la mort, de la vie, de vivre, mais vous pouvez être un très bon scientifique, un très bon religieux, pratiquant ou prêtre. Pour la spiritualité, c'est pas possible. Puisque, par essence, si vous voulez chercher à vous désidentifier à tout ce qui vous rend mécanique, mais il va falloir se la donner. Et vous ne pouvez pas attendre que le voisin le fasse. Vous êtes obligé de démarrer par vous. Vous ne pouvez pas attendre un exemple. Ce qu'on fait, là aussi, c'est pareil. On va dans un groupe de travail. On rentre dans un groupe de travail qui travaille sur soi, qui essaye de justement aller vers la désidentification, amener de la conscience dans l'existence. J'essaierai de préciser un petit peu ce que ça pourrait dire, conscience. Mais en gros, déjà, je vous dis que avec conscience, on peut voir liberté, et on peut voir aussi possibilité de changement, et on peut voir aussi désidentification, donc sortir de nos rails pour, éventuellement, aller vers une nouvelle créativité de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Forcément, si vous changez
votre façon de voir la vie, automatiquement, vous devenez une sorte de phare, même si vous ne faites rien, vous devenez une sorte de phare pour aider finalement un changement de mentalité. Ce qui est notre plus grande révolution à nous tous, c'est notre changement de mentalité. Ce n'est pas d'inventer ceci ou cela. Ça, on peut laisser faire ça à des gens qui sont qualifiés pour ça. Mais, par exemple, on peut vous inventer le plus bel appareil qui soit extraordinaire, etc. Comment vous allez vous en servir derrière? Est-ce que ça va encore renforcer la sécurité? Est-ce que ça va renforcer encore le fait que vous ne ferez pas de travail sur vous? Et finalement, vous passerez à côté de votre vie? Ou est-ce que ces nouveaux gadgets que nous avons en profusion, de la façon dont on s'en sert, à ce moment-là, oui, ils peuvent devenir des aides précieuses. Mais le corps, n'est-ce pas un gadget? Le plus grand des gadgets, la plus belle des merveilles. Le corps humain ou animal, quel qu'il soit, c'est une science absolument phénoménale. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, les scientifiques ne peuvent pas expliquer le fonctionnement dans sa totalité, le fonctionnement d'un corps humain. Tellement c'est pointu, tellement c'est incroyable. Mais là aussi, comment on s'en sert? Nous avons à notre disposition un outil de conscience, un outil de réflexion, un outil de discernement, un outil de changement total de notre façon de voir les choses. Et est-ce que nous en servons? Non, on l'utilise uniquement pour savoir à quel moment on va manger, à quel moment on va faire ceci. Dans notre calendrier, c'est quoi notre calendrier? Est-ce que sur notre calendrier, il est utilisé pour modifier, pour changer, pour ouvrir notre champ de conscience? Pas du tout. Il n'est pas utilisé pour ça. Il est utilisé à 90%, voire plus, pour les affaires ordinaires, sociales, classiques, ménagères, domestiques. Donc pour des trucs, imaginez que vous avez un appareil d'une extraordinaire possibilité, un potentiel absolument, pratiquement infini, et vous l'utilisez pour quelque chose de tellement mesquin, tellement petit, que ça en est ridicule. Observons-nous, hein. Je ne vous fais pas un reproche parce que j'y suis dedans aussi. Hein. On peut constater, et il faut que chacun d'entre nous faisions un constat assez froid et assez net de ce que nous sommes et comment nous vivons. À partir de là, si vous avez un constat qui est vraiment conscient de ce que vous faites de votre vie, à ce moment-là, il y a une possibilité de faire une révolution intérieure et de changer votre vie. Sinon, ce n'est pas possible. Si vous dites d'entrée tout se passe bien, vous ne pouvez pas changer de décor. Si vous dites il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui se passent moins bien, vous avez des possibilités à partir du discernement, vous avez des possibilités de changer de décor. Pourquoi ces choses ne se passent pas bien? Pourquoi dans tel domaine, je n'arrive pas à communiquer, à m'épanouir, à être bien, à être à l'aise, etc. Quelle est la cause? La cause, mais elle n'est surtout pas votre corps physique, votre corps énergétique. C'est une merveille des merveilles. On ne peut pas faire mieux. Ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. On ne peut pas faire mieux. Vous vivez, nous vivons tous les jours dans un véhicule qui est une merveille des merveilles. Là, le problème, c'est que nous nous sommes identifiés à ce véhicule. Non seulement nous nous sommes identifiés à ce véhicule, et en plus, nous l'avons limité dans des tâches ultra réduites. Nous avons ce défaut qui est là, et il y a aussi un autre défaut aussi qui est très important, c'est que l'ayant limité à des aspects robotiques de notre vie, nous ne voyons pas et nous n'essayons pas d'allumer les récepteurs subtils qui pourraient nous faire passer d'un état inconscient ou subconscient à un état conscient ou surconscient. Or,
il n'y a aucun empêchement majeur au niveau du récepteur pour que ça se fasse. L'empêchement tient uniquement sur l'identité de ce que vous croyez être. Uniquement, ça tient là-dessus. C'est-à-dire que si vous voulez travailler sur vous, par rapport à l'idée de conscience, il ne s'agit pas d'accuser l'extérieur, il ne s'agit pas d'accuser votre corps, il s'agit uniquement de voir tous les défauts de résistance que vous mettez en œuvre pour ne pas entrer dans une vie merveilleuse, pleine et dangereuse. C'est le dernier mot qui est gênant. Hein, je dis, ouais, merveilleuse, et dangereuse. Tu peux pas l'enlever celui-là? Ben non. Non, parce que c'est justement parce que nos corps sont mortels que dans un laps de respiration, nous pouvons tout changer et découvrir notre immortalité. Si nous étions immortels avec le corps, nous serions totalement identifiés à ce corps, et nous ne serions pas 7 milliards sur cette planète, mais 350 milliards. Vous voyez le résultat. Il n'y aurait pas beaucoup de place pour les pieds. Pour la plage. Même la plage serait occupée. La dernière fois, je vous disais, le corps physique, énergétique, ce n'est pas un corps objectif, c'est un corps vivant, et donc c'est un assemblage énergétique. Cet assemblage énergétique, il ne s'est pas fait tout seul. Ce n'est pas le corps qui s'est dit, je vais me faire dans un assemblage parfait, parce que c'est chouette, je l'ai rêvé. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Ce n'est pas grâce à nous que ça s'est fait dans le sens de nos égos, de nos moi, qui sont limités à pas grand-chose. Il y a une source, qu'on peut appeler de n'importe quelle façon, mais il y a un mystère insondable qui fait que ce que nous pouvons constater, c'est que la nature est merveilleuse. Vous pouvez aller dans les niveaux microscopiques, comme dans les niveaux macroscopiques, tout est magnifique. Donc, ce n'est pas un problème, encore une fois, d'appareillage, c'est un problème de savoir se servir de l'appareil. Pour savoir se servir d'un appareil, il ne faut pas que vous soyez identifié à l'appareil, mais en même temps, il faut que vous créez une relation si intime avec l'appareil que à peine vous émettez une suggestion, l'appareil vous répond. Donc c'est une forme d'intelligence qui pourrait éventuellement émerger de la relation entre, si vous voulez, ce que nous appelons le sujet, qui serait intérieur, et l'objet qui serait extérieur. L'appareillage, si vous voulez, l'avoir. La plus grande des difficultés, c'est déjà d'imaginer ou de penser la possibilité que vous n'êtes pas votre corps. Si vous pensez réellement que vous êtes votre corps, beaucoup de matérialistes pensent ainsi. Hein. On pense de cette façon. Un animal pense ainsi aussi. Un animal n'a pas la possibilité éventuelle de voir son propre sujet, si vous voulez, ou d'analyser tout ça. Maintenant, est-ce qu'il se sent réellement son corps? Je pense que la relation qu'il a avec son corps est magnifique. C'est-à-dire qu'ils font corps, si vous voulez. Il y a peut-être le sujet, il n'est pas conscient de la même façon que nous pouvons être conscients, mais ils font corps avec l'appareil dans lequel ils sont. Nous ne sommes même pas capables de trouver cet accord, et le pire, c'est qu'en plus, l'ayant limité, en plus on s'identifie à quelque chose qui est limité, et qui nous limite, et qui plus est, nous fait peur, puisque ce corps est mortel, il peut tomber malade, il est fragile, et donc, ce n'est pas du tout engageant que vous puissiez vous imaginer être ce corps. L'appareil, les avoir, c'est comme un jeu. Soit vous y jouez avec, et vous essayez de voir qu'est-ce qu'il peut rendre, soit vous dites « Oh, c'est trop compliqué, je vais m'en servir juste ces 3 boutons. » C'est ce qu'on fait, on fait tous à peu près ça. Par rapport à la technologie actuelle, enfin, on ne fait pas tous à peu près ça.
Ça s'appelle mettre sur le silencieux. C'est une histoire de bouton, là aussi. Donc, il faut trouver le bon bouton. Hein, tous ces appareils sont merveilleux à condition qu'ils ne finissent pas par nous rendre dingues, dans le sens où, vous voyez par exemple les smartphones, je rebondis là-dessus. Les smartphones, vous voyez un petit peu la jeunesse surtout actuelle, même entre amis, même s'ils sont à 1 mètre, ils ne se parlent plus. Chacun communique à travers son smartphone à d'autres amis qui ne sont pas là. Parce que les amis qui ne sont pas là, c'est mieux que les amis qui sont là. C'est mieux, par exemple, de répondre à un mail et éventuellement de chercher ce qui se passe dans votre smartphone, plutôt que d'essayer de trouver ou d'approfondir votre amitié avec quelqu'un. Ou éventuellement de créer une synergie pour réaliser quelque chose avec ce quelqu'un. C'est toute la problématique de la technologie, c'est comment on s'en sert. Est-ce qu'on devient prisonnier de cette technologie? Est-ce que nous sommes prisonniers de cette technologie corporelle? Ou est-ce que, le contraire, elle est là pour nous aider? Si elle est là pour nous aider, il faut apprendre à s'en servir, comme tous les avoirs. Mais encore une fois, autant l'informatique et tous les gadgets que nous avons à notre disposition sont complexes, autant le corps humain est au-delà d'une machine. C'est une machine tellement complexe, tellement vivante, qu'on ne voit plus l'aspect mécanique de cet appareillage. C'est d'une intelligence redoutable. Donc de ce point de vue-là, la science peut nous dire et nous faire comprendre à quel point il y a un véritable ordre dans cet appareillage. Mais lorsqu'on commence à faire entrer la science, à observer, par exemple, notre appareillage, ça commence à ressembler à de la science-conscience. À ce moment-là, science et conscience commencent à converger vers qui sommes-nous, comment utilisons-nous, à bon escient ou mauvais escient, nos appareillages, pour aller vers quoi? Par exemple, on utilise, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Nous utilisons encore une fois mécaniquement, dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons un rendement à donner. Ce rendement, il est uniquement, à la base, il est uniquement basé sur la survie. Or, ce à quoi nous aspirons tous, ce n'est pas la survie qui est une sous-vie, c'est vraiment vivre. Or, pour vivre, il faut avoir un minimum d'énergie argent dans cette société pour pouvoir vivre. Donc nous sommes apparemment coincés, et toutes les générations se coincent, à travailler pour survivre. Ça fait des dizaines, des centaines de générations, et c'est encore pire maintenant, où nous sommes totalement prisonniers. Finalement, c'est là où on pourrait se libérer totalement de la survie, puisque nous avons des facilités. Observez, par exemple, ça me traverse là, observez les retraités, dont je vais bientôt faire partie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent le travail. Le travail, c'était ce qui manque le plus au moment où on travaille, c'est du temps. On se dit, bon, j'ai de l'argent, j'ai ceci, j'ai cela, plus ou moins. Qu'est-ce qui me manque? C'est du temps pour mon plaisir, mes loisirs, etc., etc., etc. Arrive le temps de la retraite. Le temps de la retraite, c'est un grand vide. C'est un vide, un gouffre immense. Je ne suis plus rien par rapport à la société, etc., etc. On me donne quand même de l'argent, c'est cool, parce que je suis dans un pays où on me donne un peu d'argent, même les plus démunis, ce qui n'est pas le cas partout. Ce qui n'est pas le cas, pas partout, mais du tout. Et ça, même si on gagne peu, on ne se rend même pas compte qu'on pourrait gagner 0. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on pourrait gagner plus. On pourrait nous donner plus. Mais on ne voit pas qu'on pourrait perdre encore plus. Donc les retraités, ils se retrouvent face à leur vide abyssal d'une vie qui maintenant, ils réclamaient toute leur vie, ils réclamaient du temps. Ils ont du
temps. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'ils font de ce temps? Ils le remplissent. Ils le remplissent. Alors aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Demain, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et ils n'ont plus de temps. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est dès la première semaine à peu près. C'est-à-dire que dès que la retraite arrive, dès la première semaine, le calendrier est plein. C'est triste, hein, non? Vous ne croyez pas? C'est rigolo ou triste, hein, comme vous voulez. Et bien, comment le prendre? Si vous aviez du temps, posez-vous la question. Voilà, on vous offre, vous n'avez pas à travailler. Je parle par exemple de certains cas qui n'ont pas à travailler. Bon, donc vous gagnez un peu d'argent, disons, un peu d'argent pour vivre correctement. Que faites-vous de ce temps? La même chose. La même chose qu'avant? Ça dépend de ce qu'on estime être intéressant. Tout à fait. Mais est-ce que dans ce qu'on estime être intéressant ou pas, il n'y a pas beaucoup aussi d'idées de combler quelque chose? Combler un vide, combler le fait de, par exemple, la contemplation. Vous rencontrez beaucoup de retraités qui disent « moi, maintenant j'ai du temps, mais je vais vivre en contemplation. » Moi, je ne rencontre pas. Non, mais je ne te dis pas tout le temps. Mais si, dans ton calendrier, tu consacres 2 heures de contemplation par jour, même 2 heures de contemplation par jour, je ne connais pas quelqu'un qui a du temps qui fait ça. Pourquoi croyez-vous que lorsque vous allez avoir du temps, vous allez enclencher quelque chose qui serait essentiel pour vous, vous n'allez pas changer de comment vous étiez quand vous n'aviez pas de temps? Oui. Il faut se rendre compte de ça. Donc si on ne fait pas un chemin pour se rendre compte de tout ce qui nous enferme, on ne peut pas s'en sortir. Mais c'est pour ça que vous m'écoutez ce soir. Entre autres, parce que je ne suis pas le seul. S'éveiller et le réveil des consciences, ça commence d'abord par constater et surtout regarder finalement comment vous utilisez ce temps. Ce fameux temps qui nous manquait tant lorsque nous travaillions. Hein? Et pour ceux qui travaillent encore, il y en a beaucoup, on dit, par exemple, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ceci, pour cela. Mais tu n'as pas le temps pour ton essentiel? Non, tu n'as pas encore découvert ce qui était essentiel pour toi. C'est pour ça qu'il faut du temps. De la maturité, du temps, mais ce n'est pas du temps. Non, remplace le temps par un mot. La conscience. Voilà. Mais lorsque tu remplaces le mot temps par conscience, regarde, tu ne dis pas je vais le faire demain. Par exemple, si tu prends conscience de quelque chose, tu ne peux pas te reporter dans le futur. Tu ne peux pas faire œuvre de procrastination. Tu dis je prends conscience. Mais quand tu as pris conscience, c'est un acte en soi. Quand tu dis je n'ai pas le temps, ou j'ai le temps, ou ceci ou cela, tu projettes, si tu veux, une possibilité qui n'est pas encore là. Nos moi, si vous voulez, ou notre façon de nous voir, de nous réfléchir, met toujours au centre, on installe toujours au centre la justification du temps. Mais changer, encore une fois, je vous répète, changer ce mot, ce terme, lorsque vous entendez dire dans telle ou telle situation, « Ah, mais excuse-moi, je n'ai pas le temps », ou ceci ou cela, remplacez-le, « Je n'ai pas conscience ». Excuse-moi, je n'ai pas conscience que c'est mon essentiel. Rajoute en plus. Là, tu vas commencer à te regarder différemment. Tu vas te dire, je viens de dire quelque chose d'assez énorme. Je ne peux pas continuer à mettre en valeur le fait que je n'ai pas le temps en ayant dit je n'ai pas conscience. Dès que tu l'as dit, ça fait rire la conscience en toi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi qui dit arrête tes conneries, hein, ça ne va pas du tout. L'intensité que vous mettez dans un temps ou un faux temps, remplacez-le par l'intensité de conscience et de présence. Et vous allez voir ce que va devenir votre vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Et vous n'accuserez pas, ou de moins en moins, l'appareillage qui ne présente aucun défaut. Par exemple, vous dites à telle ou telle personne, vous dites « Ouais, tu m'emmerdes, etc., etc. » Vous accusez qui dans le « tu m'emmerdes » ou tu es le roi des cons, hein?
Non. Alors regardez, alors déjà, il essaie de me séduire. Hein? Pour pas quand même que je pense ça. Bon, il essaie de me séduire. Mais il n'y arrive pas. Je continue à penser ça. Mais je continue à penser ça, qu'est-ce que je fais? Je fais un bloc et je dis, ce personnage, cette personne, elle ne me plaît pas et rien ne me plaît. Je circonscris, encore une fois, maintenant je ne me trompe plus, dans un seul bloc, la personne. Je peux y mettre tout dedans, hein. J'y mets la conscience, j'y mets le corps, j'y mets sa psyché, j'y mets tout, voilà, j'y mets tout. Ben non, j'ai pas le droit. C'est la même partie qui se voit dans la connerie qu'il veut accuser chez l'autre. Et le mieux, c'est de tout rejeter en bloc, comme ça, c'est peinard. Il peut avoir un sale caractère. Il peut. Ou il pourrait. Il pourrait avoir un sale caractère. Mais il force pour ne pas le montrer. Donc, il pourrait, ou nous pourrions tous. À certains moments, nous montrons ce mauvais caractère, ou cette mauvaise humeur. Ce sont des réactions. Nous sommes un appareil. Cet appareil, il n'est pas mécanique, il n'est pas robotisé. Par contre, il a des boutons. Si tu appuies sur le bouton qui fait « ouin », eh bien ça fait « ouin ». Si tu appuies sur le bouton qui fait « ouh », ça fait « ouh ». Il est bien cet appareil. Hein? Ou alors vous appuyez sur notre bouton « Comment tu t'appelles ?» Tu appuies « Je m'appelle » et tu as quel âge? Et où sont tes parents? Ça rappelle une émission que nous avons tous à peu près connue. Je vais repartir sur l'idée de séparation. Conscience et science. Science classique, ordinaire. Science matérialiste. Je ne vais pas confondre avec une science qui essaye de converger vers la conscience, ou une science qui intègre la conscience dans ses aspects scientifiques. Je parle de la science qui essaye de reproduire le même phénomène à partir des mêmes données, de façon donc mécanisée, vous obtenez le même résultat. C'est ça la science. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'à partir du fait que vous êtes capable de reproduire le même résultat que vous devenez crédible comme scientifique, et que vous pouvez à ce moment-là dire « je peux, vous voyez, j'ai raison, parce que j'arrive à reproduire ça autant de fois que je veux, débloquez-moi des crédits. » Pour que je continue à crédibiliser mon projet qui va éventuellement se répandre et me permettre de gagner un peu plus ma vie ou d'être reconnu par une certaine élite. Donc, la science, encore une fois, classique, elle a séparé totalement ce que vous êtes. Par exemple, vous êtes le roi des cons, je reviens là-dessus, hein, ou la reine des tartes. Hein, et vous pouvez être un très bon ou une très bonne scientifique. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous étudiez des objets et vous mettez en valeur des objets qui sont extérieurs à vous. Et même si vous êtes vraiment nul d'un certain point de vue, vous pouvez être très bon sur un plan des équations, sur un plan du rendu, sur un plan scientifique. On ne vous demande pas d'être un super-être ou un être divin, si vous voulez, en science. On vous demande d'être efficace. C'est l'efficacité. Mais la science classique crée une séparation totale entre le sujet que vous êtes et l'objet que vous étudiez. Mais elle crée une séparation, mais en rendant le sujet objectif aussi. C'est-à-dire que, comme il marche complètement dans la combine de ce qu'il est en train de mettre en avant, lui-même se retrouve dans une sorte de mécanisation, puisque son seul objet de sa vie, en tant que sujet, c'est de réaliser cet objet, qui va lui ramener peu ou prou notoriété, fortune, etc., etc. Qui dit, par contre, conscience, dit forcément qui observe l'extérieur ou l'intérieur. Qui nous sommes pour observer la nature, pour en déduire quelque chose, etc., etc. Donc, la conscience peut séparer
dans le discernement. Par exemple, la conscience, elle nous apprend à séparer, d'un certain point de vue, elle nous apprend à séparer les éléments qui constituent une certaine unité, pour comprendre éventuellement cette unité de fonctionnement. Comment une unité fonctionne en unité, c'est parce qu'il y a des parties. Mais de là à sauter dans le comprendre et aller se dire, parce qu'il y a des parties, ben ça marche en unité, il y a un saut que l'humain ne peut pas faire. Il est là, il arrive devant un truc, il démonte, il prend conscience de telle ou telle partie, etc., etc. Et puis il arrive sur son propre mur à lui, sur sa propre porte qui est fermée. Mais comment ça fonctionne, finalement? Pas comment, pourquoi ça fonctionne? Telle partie, pourquoi elle produit ça, ça produit ça, ça produit ça, et l'ensemble marche à l'unisson. La science classique ne pourra jamais l'expliquer. Donc, la science classique évite de parler de conscience. Est-ce que c'est clair? Si par contre, vous allez sur le terrain de la conscience, encore une fois, vous êtes capable de discerner ce qui est chaud, ce qui est froid, de façon ordinaire. Vous êtes capable de discerner de façon beaucoup plus subtile. Mais la conscience en elle-même, la conscience et la véritable conscience en soi ne peut pas se séparer au sens où elle est inclusive et elle est inclue dans le processus de vie, dans le processus vivant. Donc, vous ne pouvez pas dire « je suis conscient et juste un analyste » dans l'idée de séparation. La conscience, ça veut dire avec science, mais ce n'est pas avec science pour, avoir une même mise ou voir juste l'extérieur de vous-même. C'est inclusif. La conscience nous inclut. Nous sommes inclus dans la conscience, si vous voulez. Donc, dans le processus de prise de conscience, vous pouvez dire « ah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça ». Mais votre souhait intérieur, c'est de pourquoi ça s'entend. Un certain sage indien, il disait ceci: la connaissance spirituelle est tellement aiguisée comme un scalpel extraordinaire que lorsque vous séparez correctement deux natures, elles se comportent toujours comme si elles étaient ensemble. Elles n'ont rien senti. Est-ce que vous entendez l'image? Le sujet que nous sommes, par exemple, et l'objet que nous voyons, que nous ressentons, à travers lequel nous ressentons, nous pouvons apprendre à les discerner et à créer une distance. Mais cette distance se comporte comme s'il n'y avait pas de distance. Ça s'appelle aussi l'intrication en quantique. L'intrication moléculaire, atomique, énergétique. Est-ce que nous sommes là pour séparer? Est-ce que nous sommes là pour réunir? Si je me hâte de répondre, je vais choisir un camp plutôt qu'un autre. Certains vont dire « moi, je préfère ça ». Moi, je préfère ça. Ben non, nous avons tous faux. Il n'y a pas deux camps. Il faut inclure les deux. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à séparer, mais tellement bien le faire que vous ne cassez pas le mécanisme. Vous ne cassez pas la vie qui a mis tant de magnificence à faire que ça fonctionne. Parce que, in fine, c'est la beauté du fonctionnement qui vous émerveille. Ce n'est pas la beauté du discernement. Discerner, c'est magnifique, mais fonctionner, n'est-ce pas supérieur? Le processus de conscience est un processus qui peut utiliser la connaissance scientifique. On voit bien à l'heure actuelle, par exemple, qu'il y a de nombreux scientifiques qui sont borderline, je dirais, c'est-à-dire qui se retirent de plus en plus de l'aspect scientifique ordinaire, classique, qui maintient tout le monde dans une sorte d'arène, tous en train d'être omnubilés par l'objet ou par l'aspect objectif des choses, l'aspect mesurable. Et nous avons une certaine science, depuis surtout l'univers quantique, qui est en fait une science de l'ondulatoire.
Parce que lorsqu'ils ont appelé ça quanta, les quantum, le quantum, si vous voulez, c'est parce qu'ils se sont aperçus que ça se manifestait par jet d'énergie discontinue. Donc ils ont appelé ça des jets d'énergie discontinue. Donc c'était une certaine quantité de jets d'énergie discontinue qu'ils voyaient. Mais d'autres, pendant que certains disaient ça et étaient obnubilés par les jets d'énergie qui étaient discontinus mais qu'ils pouvaient voir et qu'ils semblaient pouvoir saisir, d'autres disaient mais non, cet univers, il n'est pas, on peut le voir aussi également, ou simplement le supputer comme étant ondulatoire, mais non saisissable. Donc le fond même de l'univers quantique, c'est un univers non saisissable, ondulatoire. Et si on voit, et si l'observateur, il peut voir des jets d'énergie émerger, il pourrait s'empresser de les saisir, mais fondamentalement, ils ne sont pas saisissables. Lorsque vous saisissez, vous cherchez à saisir une expérience, d'un point de vue quantique, vous faites intervenir votre propre fixité en tant qu'observateur, et votre propre matérialité induit l'expérience vers une fixité matérielle, donc vers un résultat qui était déjà là avant que vous soyez là. C'est-à-dire que vous n'avez rien modifié. Si je m'en tiens à ce que je viens de dire, ça veut dire que la conscience, elle ne pourra jamais fixer quoi que ce soit. Être conscient, est-ce que c'est fixer ou est-ce que c'est laisser vivre? Ça peut être mémorisé. Mais est-ce que c'est une mémoire de tiroir, une mémoire de bibliothèque ou une mémoire active? Donc, il va y avoir chez nous la problématique, et toute notre problématique, et justement pour arriver à sauter dans cet univers de non-fixité, il faut totalement se voir et s'éprouver autrement. Oui. Comment expliquer alors du coup ce paradoxe entre la créativité qui est l'inverse de la fixité et le fait que dès qu'on crée, on veut fixer? C'est très intéressant ce que tu viens de dire, c'est parce que, en fait, notre objectivisation, nous avons été conditionnés pour rendre objectif quelque chose. Parce qu'en rendant objectif quelque chose et en le faisant perdurer, donc en le fixant, tu peux obtenir quelque chose, toi, identifié par rapport à tes pairs. Donc on retombe toujours sur la même chose. Ah, voilà, on retombe toujours sur la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir d'une certaine ornière parce que justement ce phénomène, comme tu dis, de créativité qui est magnifique, derrière il y a une reprise qui fait que cette créativité, tu veux t'en servir pour quelque chose pour toi, en tant que toi. Ce toi-même qui a besoin de croûter, ce toi-même qui a besoin de recevoir des louanges, ce toi-même qui souffre ou a souffert d'un certain manque, tu as besoin de te nourrir de ça, et d'où ce paradoxe que tu viens d'énoncer. Et qui est absolument majeur et qui va se retrouver dans toutes les données de notre vie. Pour arriver, disons, à passer d'un état, je dirais, objectif, dit scientifique, de surveillance finalement, de surveillance par rapport à la sécurité, à un état de conscience, il faudrait apprendre à se désidentifier. La dernière fois, je vous ai parlé d'eau. Si nous pouvions nous voir comme de l'eau en mouvement, vous ne pourrez pas dire « c'est moi ». Vous voyez, vous pourriez pas dire je te présente moi. Oui, excusez-moi, j'arrive pas à voir. Hein. Ouais, c'est diffus, hein, ça coule. Ah ouais, mais ça coule, je suis cool. Mais qui tu es? Alors là, ça coule. Hein. Si vous lui mettez à cette eau, la dernière fois, je voulais un petit peu montrer, vous lui faites passer telle ou telle musique, ben, l'eau, elle réagit. Vous mettez du hard rock ou du trash, ben vous êtes là, au moment où vous passez ça, et vous dites « ouais, c'est moi ». Forcément, t'as quelque chose qui fait que ça fait ça. Mais lui, une musique classique, une musique douce, une musique méditation. La, 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 la. Hein? Mais lui, un truc qui le rend gai. C'est gai. Mais lui, un truc triste. C'est triste. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un, cette histoire-là. Mais par contre, vous allez dire, ouais, aujourd'hui, je suis remonté. Ouais, aujourd'hui, je suis gay.
Mais c'est quoi, toi, aujourd'hui? C'est quoi? Tu es le produit d'un phénomène extérieur à toi et qui te rend comme ça? Donc tu es le résultat de l'extérieur qui te rend comme il doit te rendre. D'un point de vue du corps, le corps est une magnifique tambour ou un magnifique amplificateur par rapport à un événement. Et donc, il va simplement vous appuyer sur la touche, vous envoyez un son, vous envoyez quelque chose, et l'amplificateur, il vous dit « Ah !» Et à ce moment-là, tu dis « Eh oui, c'est moi !» Mais non, ça c'est un trop. Ça, c'est pas la conscience. Si vous êtes conscient, vous apercevez qu'il y a un phénomène extérieur qui arrive, qui déclenche des conséquences. Les conséquences, vous les voyez, et qui les voit? Ça, c'est la conscience. C'est qui les voit. Ce n'est pas les conséquences, c'est qui voit les conséquences, qui les interprète. Si c'est votre moi qui fixe tout, à ce moment-là, il va interpréter selon son connu tel qu'il a toujours été. Vous dites « demain je changerai ». Ça revient à dire « demain je rase gratuit ». C'est-à-dire que demain, ça n'existera jamais. Si vous dites à quelqu'un, hein, je m'adresse à certaines personnes qui n'auraient peut-être éventuellement pas compris la subtilité du propos. Je dis « demain je rase gratuit ». Bon, toi tu t'en fous. Si, c'est les jambes aussi, pour les jambes. Ben non. Eh bien, tu peux revenir, ça sera toujours demain. Je te dirai toujours demain. C'est mon slogan. Il est marqué sur ma porte. Demain, est-ce que ça existe? Demain, est-ce que ça existe? Par exemple, dites-vous, demain, qu'est-ce que j'ai à faire? Allez, je suis un bon retraité, même pas un retraité, je ne veux pas attaquer personne. Mais je dis, allez, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Mais oui, j'ai ça, oui, demain. Demain, c'est quoi demain? Demain. Oui, c'est ça. Mais t'es vraiment, hein, t'as rien compris, toi. Je te parle pas de ça, je te parle du temps. Mais oui, j'avais compris. Montre-moi demain. Amène-moi demain. Fais-moi visiter demain. Fais-moi rentrer en relation avec demain. Mais où est demain? Et alors l'innocent, il dit, mais ils sont là, qu'est-ce que tu les cherches ailleurs? Alors, tous les jours, on emploie des inepties qui nous éloignent d'un processus de conscience parce que nous sommes tous mécanisés à répondre bêtement, demain, tu vas voir ce que je vais faire. Ben oui, j'attends. Être conscient abolit le temps. Tout à l'heure, on l'a vu. Être conscient abolit le temps. S'il n'y a plus de temps, je ne vois pas pourquoi vous auriez peur que le temps s'arrête. Être conscient ne peut pas vous ramener à des notions de temporalité, de durée, et donc vous ne pouvez plus avoir peur de durer plus ou moins. Oui, disons, elle est prolixe, hein? Allez. Je pensais du coup à la notion de science et de vide, comment la science en fait aborde le vide du coup et nous renvoie quelque chose d'inutile, alors que le vide c'est du plein, d'énergie, mais comment, enfin, ce rapport en fait entre notre faculté à être abstrait de plus en plus, donc il y a quelque chose qui devient immatériel, tout à fait, presque vide, oui. Alors que c'est pas vide. Non, c'est plein d'informations. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à remettre par rapport à ce que la science nous dit du vide? Enfin, voilà, c'est toujours pareil. De quelle science parlons-nous? Voilà, si nous parlons d'une science de l'être, l'être, il puise sa source dans quoi? Dans ce vide. Puisque c'est un mystère. Vous ne pouvez pas dire il puise sa source dans quelque chose. Si vous dites il puise sa source dans quelque chose, vous matérialisez la source. Vous pouvez lui mettre non, mais vous ne pouvez pas matérialiser la source. Donc la science de l'être intègre et inclut forcément la notion de vide. En Extrême-Orient, c'est, je dirais, courant. C'est leur centre. Le centre de toute chose est forcément vide. Dans l'univers quantique, donc la science de maintenant et de demain, j'ose dire, alors qu'il n'y a pas de demain, mais c'est la science, disons, de pointe actuelle, qui s'adresse, attention, cette science, jusqu'à maintenant, elle était cantonnée au microcosmique.
c'est-à-dire à quelque chose qui est finalement pas matériel. Et donc on se disait, ben oui, c'est très bien pour tout ce qui est petit. Et ça ne peut pas intervenir sur le grand. Voilà, et si, oui, mais jusqu'à maintenant, il y avait une fracture. Les scientifiques jusqu'à très récemment ne pouvaient pas réunir, je dirais, ces deux pans. C'est-à-dire les lois du macrocosme et les lois du microcosme ne sont pas les mêmes. Or, par rapport à cet univers quantique qui avance, qui est au balbutiement, hein, qui continue, ça a démarré au début des années 1900, même Einstein, à ce moment-là, refusait totalement ces possibilités parce que c'était un truc de ouf. Pour l'instant, elle s'insère dans nos vies sans s'en rendre compte. Mais on se rend compte que nous sommes beaucoup plus fluides dans notre façon d'appréhender le soi-disant réel, alors que nous ne sommes pas des scientifiques de type quantique. Mais, de façon indirecte, ce sont des informations qui viennent, comme ceci, en nous, et qui nous rendent fluides dans notre réflexion, et différents, disons. C'est-à-dire qu'on admet des changements qu'avant, ce n'était pas possible. On admet des possibilités qu'avant, ce n'était pas possible. Donc la science classique, matérialiste, a horreur du vide, parce que si elle se retrouve devant le vide, il faut qu'elle y mette de suite une étiquette pour ne pas se sentir stupide. Par exemple, la science du cosmos. Minimum 95% du cosmos est inconnu. 95% du cosmos est du vide. Mais, pour ne pas l'appeler vide, qui serait un plein d'un certain autre point de vue, c'est-à-dire un plein de potentialité et d'information, non visible ou non appréhensible par des objets qui pourraient le mesurer, ils ont appelé ça énergie noire et matière noire. Personne n'a jamais vu de l'énergie noire et de la matière noire, personne n'en verra jamais. Parce que, d'un point de vue de nos appareillages classiques, on ne peut pas voir ce qui est de l'autre côté. Mais nous, en tant que conscience, nous pouvons être cet autre côté. C'est-à-dire que si les 5% de notre représentation matérielle, énergétique, visible, sont là, notre fort intérieur, en tant que conscience, nous savons que notre plus grande richesse se trouve dans ce que nous ne pouvons pas voir, ni comprendre. Ça se trouve. Et est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? On voit par rapport à nos cinq sens, on appelle ça collapse. C'est-à-dire que notre observation, notre sujet observation, notre observation fait collapser les schèmes d'interférence, ils appellent ça. C'est-à-dire que vous avez une onde, vous avez des ondes qui passent comme ça. Vous ne voyez rien. Ce sont des ondes. Vous pouvez fixer rien du tout. Il n'y a pas d'objet. Il n'y a rien. Donc vous ne pouvez pas voir quelqu'un, encore à plus forte raison. Lorsque vous regardez, juste par exemple, avant que je te regarde, tu n'étais que onde. Au moment où je te regarde, c'est tellement rapide que je te vois en tant que personne. Et on fait ça constamment, toute la journée et toute notre vie. C'est-à-dire qu'on crée la réalité, mais cette réalité, au lieu d'en être conscient, ça se crée à travers nous. Mais on n'en est pas conscient. Ça va trop vite, ça va à des vitesses vertigineuses, qui font que ce n'est plus mesurable. À chaque instant, observez, pour prendre un exemple, une analogie très simple de notre quotidien, un néon. Ils sont allumés. Est-ce que vous voyez qu'ils s'éteignent autant qu'ils sont allumés? Ils sont autant éteints que allumés. Qu'est-ce que nous voyons avec nos cinq sens? Nous voyons l'état allumé. Donc, l'état que nous ne voyons pas, est-ce qu'il n'est pas aussi important que l'état que nous voyons? Or, notre mécanicité et nos cinq sens nous trompent parce que nous voyons de la lumière. Ils ne sont pas allumés. Si on était capable de voir plutôt l'autre côté, tout d'un coup vous voyez l'autre côté, et vous ne voyez plus l'autre, ben, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus du tout de lumière. Et tu parles avec quelqu'un qui voit la lumière,
Et toi, tu es dans ce qui voit là où il n'y a pas de lumière. Donc tu vois rien. Une absence. Il y a quelqu'un qui regarde une absence, qui rentre en extase, comme un peu j'ai été la dernière fois, dans quelque chose qui n'est pas visible, une absence. Et l'autre, et tu dis, mais qu'est-ce que tu regardes là? Il regarde un néon, il est devenu taré. Il n'y a pas de hasard à ce qu'ils aient appelé ça néon. Il y a éon dedans. Éon, petit patapon. Oui, c'est ça. C'est ça. Un néon. Allumé ou éteint, selon comment on regarde. Est-ce que c'est clair? Enfin, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça c'est clair? C'est pas facile. Hein. Donc, alors, d'abord, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que je viens éventuellement de dire? Est-ce que pour vous, ça semble... Allez, est-ce que vous allez sortir de cette salle en disant « Eureka » ou est-ce que vous allez sortir en disant « Ouais, on verra ». Mais Olivier, après. Les deux Olivier, ils ont levé la main. Alors là, regardez, les Olivier sont intriqués. Je les connais, je connais leurs prénoms, donc je peux me permettre. La notion du temps qui s'arrête dans le cadre d'une méditation, qu'elle soit passive, immobile ou mobile, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, mais c'est-à-dire que tu remplaces, lorsque vous êtes en présence conscience, vous créez une sorte d'espace, entre guillemets, qui fait qu'il n'y a pas un écoulement du temps extérieur à vous. En fait, si je le résume simplement, l'état de présence, on ne peut pas dire, par exemple, la présence court. La présence fait que tu peux regarder tout ce qui court autour de toi. Mais tu ne peux pas regarder le temps. Tu peux regarder ce qui court autour de toi. Comment on a inventé la notion de temps? Je regarde le soleil, je le vois à un point le matin. Je le vois à un autre point le soir. À midi, je le vois au plus haut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris conscience. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé ma prise de conscience par du temps pour servir pour tout le monde. Et tout le monde va fonctionner en 24 heures parce que j'ai estimé que c'était le référentiel pour tout le monde. Mais au départ, c'est juste une prise de conscience. Donc, si vous avez remplacé encore le temps à la place de la conscience. Si je restais dans la conscience, par exemple, je suis dans la conscience et je vois le soleil qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Maintenant, je rajoute qu'est-ce que je ressens à chaque instant en voyant le mouvement. Qu'est-ce que ça produit en conséquence sur l'appareillage dans lequel je me trouve. Voilà. Je fais des constats. Je n'en tire pas des conséquences. Je fais que des constats. Si par contre de ça, j'en fais un référentiel et que je remplace l'intensité de vécu dans l'observation que j'ai fait de la nature, je remplace cette intensité de vécu par le fait que c'est du temps, j'ai passé du temps à observer, moi, j'ai passé du temps à observer, vous sortez de la conscience qui opérait à ce moment-là à travers vous, ou vous étiez la conscience, et vous sortez carrément, et vous partez dans la matérialité temporelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous temporalisez quelque chose, vous arrivez sur de la matérialité. La durée. Donc, le soleil, on peut dire, ce sont des particules, c'est de la matière. Mais on peut dire, c'est de l'onde. Celui qui observe, vous voyez une matière, c'est de l'onde, c'est des ondes, des vibrations. Est-ce que la conscience, c'est des vibrations, ou est-ce que la conscience, c'est ce qui permet de prendre conscience des vibrations? Question. C'est le deuxième. Bravo. Ça me semble plus logique aussi. Oui, parce que si on parle de conscience, ça veut dire que vous êtes votre propre référentiel dans l'intensité de vécu dans laquelle vous vivez. Mais si vous répétez un schéma qui a déjà été utilisé par d'autres,
Vous n'êtes plus dans l'intensité du vécu, mais vous n'êtes pas dans la conscience, vous êtes dans le temps. Vous vous inscrivez dans le temps, dans la temporalité. Donc vous êtes parti dans la science et dans l'observation scientifique, en excluant l'observation scientifique, est obligé d'exclure la conscience. Parce que si vous incluez la conscience, imaginez qu'un scientifique classique inclut dans une expérience la conscience. La conscience, nous venons de dire, c'est ce qui mesure, c'est ce qui est à la source. Elle peut tout changer. Par exemple, elle peut par une observation consciente de quelque chose, eh bien, pourquoi elle en déduirait les mêmes schémas qui sont déduits par la science? Eh non. Si par contre notre être, il n'est pas conscient, il est mécanique, vous allez répéter ce que la science a toujours dit. Si votre conscience, ou la conscience plus exactement, qui n'est pas vôtre, parce que votre, ça ferait un avoir de plus, on en a assez, si elle s'immisce dans la science ordinaire, elle fout tout par terre. Elle fout tout par terre. Qui fait quoi? Vous dites, c'est moi qui l'ai fait? Ben non, c'est pas toi. C'est la conscience. La conscience, c'est comme, comment dirais-je, un faisceau de lumière. Ce faisceau de lumière, est-ce qu'il est vous-même? Il n'est pas vous-même. Il se manifeste éventuellement à travers un appareillage. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une prise de conscience. Par exemple, je vois, moi je me rappelle d'une journée où j'ai eu une sorte de samadhi. Une samadhi, si vous voulez, c'est une dissolution de ce que vous croyez être, et vous tombez dans une sorte de trou, vous n'êtes plus là, vous disparaissez totalement, et en disparaissant totalement, vous devenez la totalité. C'est-à-dire que tout vous parle, vous êtes unis avec tout. Ce jour-là, Jean-Jacques croit regarder un arc-en-ciel, et tout d'un coup, je tombe comme à genoux, en pleurs, pourtant des arcs-en-ciel. Il y en a plein. Les arcs-en-ciel, on peut en voir autant qu'on veut. J'en ai vu des centaines. Celui-là, je suis tombé à genoux, en pleurs, dissous, totalement, uniquement lorsque je l'ai vu. Jean-Jacques a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? La conscience a vu une manifestation d'elle-même. J'ai compris intérieurement que la conscience se regardait. Et elle se regardait dans sa beauté, dans sa manifestation, et elle en était totalement ravie aux larmes. Qui regarde? Qui êtes-vous? Toute notre problématique, c'est un problème de conscience. Nous sommes des êtres, nous sommes venus sur cette terre pour devenir conscients. La dernière fois, je vous ai dit, notre conscience, c'est à peu près 16 bits par seconde. Celle du corps physique, c'est des millions de bits par seconde. Ça veut dire que le corps, il enregistre plein d'éléments. Par exemple, en ce moment, dans la vie de tous les jours, votre corps enregistre plein d'éléments. Imaginez, plein, de 1 million à 16. Et votre moi ne voit qu'une petite frange de la réalité. Est-ce que vous voulez continuer à vivre comme ça? Ou est-ce que vous voulez vous dire, prenons l'exemple déjà du corps, puisqu'il est capable de ça, c'est l'appareillage. Donc s'il est capable, ça veut dire que si je suis conscient de l'appareillage, je deviens la possibilité de l'appareillage. Je ne suis pas pour autant identifié. Ça veut dire que le corps va vous aider à ouvrir la conscience et vos possibilités plutôt que les réduire. Or, si votre corps est malade, si votre corps souffre, si vous n'avez rien fait pour le respecter, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, toutes ces possibilités qui nous sont offertes, elles sont réduites, comme peau de chagrin. Nous sommes condamnés à vivre dans un corps qui est d'une merveille et qui est une prison. Vous le voyez comme une prison. Il n'y a pas de hasard à l'incarnation. L'incarnation est une chance inouïe. Inouïe. C'est une chance inouïe parce que la nature a fabriqué, a mis au point. La nature, c'est quoi?
c'est la source, d'accord? La source de l'ordre, si vous voulez. La source, ça peut être Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, sans représentation. Ça peut être vide, le grand mystère, le Tao. Cette source, d'abord d'une part, elle ne peut pas se tarir, puisque ce n'est pas quelque chose. Est-ce que nous sommes cette source? Je ne sais plus exactement ce que je voulais dire, mais bon, ça arrive. C'est le grand vide, c'est le grand mystère. Vous voyez, quand je me rapproche quand je parle de la source, c'est comme un trou noir. Ça m'absorbe les pensées. Vous voyez, j'arrive aux confins du trou noir. Je suis là, et je commence à me déformer. Comme ça. Hein, et si je vais plus loin, je peux éventuellement disparaître, mais je ne le ferai pas ce soir. C'est ça, il faut faire gaffe à ça. Donc, voilà, l'incarnation, donc c'est une formidable opportunité, parce qu'en réalité, cette source de l'ordre, comment qu'on puisse l'appeler, eh bien, on ne peut que constater que c'est merveilleusement agencé. Non seulement c'est merveilleusement agencé, mais en plus c'est un potentiel incroyable. Et ce potentiel, on ne l'utilise pas. Quel dommage, quel gâchis. C'est pas grave. Nous sommes nombreux. C'est ce que fait la nature. Elle elle se sert du gâchis. À travers le gâchis, il peut y avoir des perles. Nous sommes un gâchis potentiel, mais nous sommes une perle potentielle. À nous, chacun, de se dire, bon, est-ce que je vais être du côté du gâchis ou est-ce que je vais être du côté de la perle? À chaque instant de notre vie, quel que soit notre âge, notre maturité, etc., tout peut changer immédiatement, à condition qu'il y ait une prise de conscience. Dans certains cas, le corps peut aller dans une certaine direction pendant un certain temps, on va dire, plus ou moins destructeur. Tu peux prendre conscience de certaines choses, où là ça fait peur, on se dit, oulala, où est-ce que je suis allé? Une fois que tu as pris conscience, comment reprendre corps dans ton corps et pas être à côté de tes pompes? Alors d'abord, il faut cibler la cause. Est-ce que c'est le corps qui est en cause, ou est-ce que c'est une accumulation d'idées de déconstruction qui s'est accumulée dans cet appareillage pour montrer finalement que cet appareillage est cassé ou est en voie de devenir cassé. Déjà, si tu cibles mal qui est en cause, tu risques de passer à côté. Tu es ce que tu crois être est le seul obstacle, pas ton corps. C'est-à-dire, c'est ce que tu crois être, et même lorsque tu crois que c'est le corps qui déconne, c'est ce que tu lui as fait subir avec la croyance dans laquelle tu te sens, qui a fait que le corps, il ne fait que refléter la croyance dans laquelle tu te trouves. Il est neutre, le corps. Il n'est ni dans le bien, ni dans le mal. Il ne fait que refléter ce que vous pensez être de vous. Une fois que tu as pris conscience, justement, de ce que tu as pu être, comment faire pour revivre pleinement en conscience et en joie? Parce que quand tu as subi des choses qui ne sont pas géniales, comment t'expliquer, enfin, tu as créé des choses avec ton corps. Oui. Voilà. Sur ton corps. Ouais. Tu en as pris conscience, tu sais que voilà, c'était la mauvaise direction. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Comment reprendre la bonne direction? Ok. Donc j'en parlais une fois dans une autre conférence. Vous avez pris une direction, cette direction va à une certaine vitesse. Cette certaine vitesse vous entraîne, malgré vous, à continuer, même si vous prenez conscience de quelque chose. Il y a une sorte de latence où une énergie elle va continuer à fonctionner, même si vous prenez conscience. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut, à partir de cette prise de conscience, il faut arrêter d'alimenter le mécanisme qui fait que tu continues dans cette direction. Donc, tout ce que tu
à réaliser, c'est qu'est-ce que tu mets en œuvre, qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour que ça en arrive là, sans t'accuser, sans te culpabiliser, un tas de circonstances, mettons. Et qu'est-ce que tu peux justement, lorsque tu vois cela, qu'est-ce que tu peux ne pas faire pour continuer à alimenter le processus? Donc ça s'appelle prendre de la distance, se mettre en retrait et voir le train qui finira par s'arrêter à un aiguillage. La prise de conscience, c'est distanciation, non-maîtrise. Ça, c'est fort, c'est plein d'énergie. C'est des années d'habitude. Les années d'habitude, vous voyez que ça va, vous allez droit au mur. Vous prenez conscience, vous restez dans le train, vous allez droit au mur. En croyant que vous allez le changer de l'intérieur. Non. Il faut vous extraire de ce train, voir sa vitesse continuer et stopper toute alimentation de déconstruction. Devenir neutre par rapport à ce qu'il est. À un moment donné, il va s'arrêter. Et là, la conscience, la prise de conscience qui s'est faite à travers ce que nous appelons moi, nous, va dire, maintenant, ma vie, je vais là. Je décide de changer de direction. Mais si vous décidez de changer de direction dans un TGV qui va à 200 à l'heure, il y a des grandes chances que votre prise de conscience ne servira à rien. C'est-à-dire que vous n'obtenez pas un résultat. Vous n'obtenez pas un résultat parce que vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait. Pour le coup, là, il faut du temps. C'est pas du temps. C'est le constat d'une certaine maturation. Et cette maturation, apparemment, elle demande du temps, mais en réalité, elle demande de la conscience. C'est-à-dire que si la prise de conscience, par exemple, si ta prise de conscience était absolument gigantesque, par exemple, comme ça se fait dans le cas de certaines EMI, de sortie de corps, etc., la personne, par exemple, elle arrive, elle part dans son EMI, dans sa décorporation en phase finale, donc elle a des métastases partout, elle revient dans son corps 3 ou 4 jours après, et 3 ou 4 jours après, les métastases ont toutes disparu. Donc ça a demandé un certain temps, certes, parce que les énergies grossières de cette matière ne fonctionnent pas comme ça, un claquement de doigts, mais c'est relativement court par rapport à la déchéance dans laquelle cette personne se trouvait. Et il y a de nombreux exemples dans ce sens-là. Vous avez d'un côté, vous avez le constat d'une certaine énergie et surtout un certain mécanisme qui reste dans certains rails, mais si vous changez l'information, si vous changez le logiciel, la vie peut changer d'un coup. Mais encore une fois, ce n'est pas d'un coup. Il faut que, là aussi c'est pareil. Alors je vais rajouter quelques notions. Lorsque vous dites j'ai pris conscience, ou lorsque vous dites je pense, ou lorsque vous dites je réfléchis, qu'est-ce qui réfléchit en vous? Est-ce que c'est une petite parcelle de vous qui a pris conscience? Est-ce que vous pensez avec une petite parcelle de vous? Ou c'est tout votre être qui a pris conscience? Lorsque tout votre être prend conscience, c'est d'une telle force, une telle force. C'est là où on trouve l'adéquation entre l'appareillage et la conscience. C'est-à-dire que si tout d'un coup, votre prise de conscience est d'une profondeur, d'une puissance phénoménale, je dirais, c'est-à-dire que tout votre être est engagé dans le processus, à ce moment-là, le corps immédiatement réagit. Immédiatement, il peut changer le processus. Mais la plupart d'entre nous, on ne vit pas ces changements et on voit une histoire de temps et on y voit une histoire que c'est dur, que c'est long, que c'est pas possible, etc. Toujours pareil parce que s'engager dans un processus de vie, c'est ne plus avoir peur de la mort. Or, comme nous avons énormément peur, nous nous engageons à tant de pourcents. Par exemple, oui, je te donne la parole juste après. Pierre, tu la prépares. Par exemple, si on rentre dans une relation, je serai par exemple ton maître. Ton maître
spirituel. À combien de pourcentage tu me ferais confiance? Tout est là. Tu pourrais à plein de moments voir mes défauts. Et à plein de moments dire, mais avec autant de défauts, comment puis-je lui faire confiance? Donc, le processus fait que tu ne peux pas changer parce que ton engagement est mineur. Lorsque ton engagement est majeur, totalement majeur, la dernière fois je répondais à une personne qui est ici, je lui disais, c'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que votre engagement, s'il est tiède, vous n'obtiendrez aucun résultat. Si par contre il est fort, s'il est majeur, ça sera un micro pour... Ah non, d'abord cette Une personne. question par rapport à ça, du coup, est-ce que c'est pas une différence entre une croyance d'ego et une certitude d'être? Oui, si tu veux, tout à fait. Là aussi, ça veut dire que c'est un manque de connaissance de ce que tu es, de qui tu es. Voilà, là aussi, c'est la prise de conscience. Prendre conscience, c'est être dans un certain niveau de conscience. Ça ne veut pas dire que c'est complètement la totalité. Par exemple, vous pouvez prendre conscience sur des choses très, très petites. C'est une prise de conscience, mais ça ne change pas votre vie. Il y a des niveaux de conscience, il y a des changements de conscience qui n'ont pas les mêmes valeurs. Oui. C'est lié par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je vois un paradoxe encore sur l'aspect mortel de notre existence, enfin, de notre appareillage. Ouais. Et pour autant, la nature, ou tel qu'on l'appelle magnificence même, fait que ça nous est très difficile, au regard du peu de gens éveillés, je pense actuellement sur Terre, ça nous est très très difficile de refuser l'identification à l'appareillage. Du coup, ça me semble être un paradoxe. Pourquoi il y aura autant de déchets, peut-être pour reprendre ce que tu venais de dire à l'instant? Est-ce que c'est le fonctionnement même? Ou, voilà, c'est ma question, c'est pourquoi ce paradoxe? Je pense que c'est parce qu'il y a une beauté et un challenge. Si ça nous était donné facilement, il n'y aurait aucun intérêt, je dirais. C'est extrêmement difficile de s'éveiller. Extrêmement difficile d'ouvrir son champ de conscience, en quelque sorte. Extrêmement difficile parce que tout s'y oppose. Tout s'oppose à ce que nous soyons plutôt vers le déchet plutôt que la créativité ou vers quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, l'identification, elle est, comme je disais tout à l'heure, vous arrivez dans admettons, vous êtes un être intelligent et vous atterrissez de façon inconsciente dans un appareillage. Et vous apprenez petit à petit à utiliser cet appareillage comme on vous l'a montré. Vous n'en connaissez pas plus. Vous accumulez de l'information en fonction de ce qu'on vous dit, comment on vous éduque et par rapport à cet appareillage. Et vous devenez cet appareillage. C'est-à-dire qu'on a appris à croire que nous étions ce corps. Et donc, automatiquement, en soi-même, comme on nous a appris, en nous limitant totalement le potentiel, tout le potentiel qui était là, c'est un peu comme si tu étais avec un truc ultra riche, mais on te le limite, c'est un peu comme certains logiciels, on vous limite les accès, on te limite les accès à plein d'endroits, et tu dis, il ne doit pas y avoir autre chose, puisque c'est tout ce que je connais, c'est ça. Et donc, tu vas vivre dans cette sensation que tu es limité, en aspirant à l'illimité. Et donc, tu vas, faire grandir en toi une sorte de contrariété fondamentale. Soit tu vas dire, ce n'est pas possible, donc il y a du à quoi bon, puisque je ne peux rien changer, puisque c'est comme ça, nanana, je ne ferai rien du tout, etc., etc. Soit tu vas te dire, on m'a menti, on m'aurait menti. La vie, c'est pas ça. Et à ce moment-là, toi, tu te lèves et tu dis, j'entre dans une sorte de voie d'éveil. Peu ou prou la voie d'éveil, elle est peu ou moins efficace, mais peu importe, tu es déjà ou tu entres dans une voie d'éveil, ça veut dire que pour toi, tu ne te satisfais pas de la situation prisonnière dans laquelle tu te trouves. Nous sommes des êtres
de joie, fondamentalement. Mais ce que nous voyons et ce que nous éprouvons, c'est de la souffrance. Par exemple, ne confondez pas douleur et souffrance. Je vous parle un exemple d'un maître indien. Quand il était jeune, il faisait beaucoup de motos. Et ce maître indien, il était casse-cou. Et il est devenu maître. Il n'était peut-être pas maître quand il était jeune, mais déjà, il avait un fort potentiel. Et lorsqu'il a eu cet accident de moto, il s'est ouvert totalement le mollet et il lui a fallu 52 points intérieurs en 4 couches pour arriver à refermer le muscle. Il arrive chez un docteur. Le docteur, c'est un petit docteur de campagne, paniqué. Il dit « Ah non, mais ça je ne peux pas le faire, il faut que vous alliez à l'hôpital. Ça, c'est impossible à faire sans anesthésie. » L'Indien lui dit « Il n'en est pas question. J'ai autre chose, il faut que je continue ma route. Il n'en est pas question, je ne peux pas aller à l'hôpital. Faites-le sans anesthésie. » Pendant des heures, le docteur, qui manque vomir à chaque fois que le sang lui gicle à la tête, j'aime bien mettre des images. Et le maître indien, impassible, sans sourciller, subit les poings et il se fait recoudre. À la fin, le docteur lui dit « Mais enfin, comment est-ce possible? Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas hurlé chaque fois que je vous faisais ça. » Il se retourne vers le docteur. « Je ne confonds pas douleur et souffrance. À quoi ça aurait servi que je rajoute de la souffrance? À quoi ça aurait servi que je rajoute, moi, de la souffrance sur le constat que le corps avait mal? Et tout notre malheur, toute notre problématique tient à ces deux mots, à la confusion entre une chose et une autre. Vous ne pouvez pas agir sur la douleur. Vous pouvez agir sur la souffrance. Est-ce que vous pouvez agir sur certains éléments extérieurs à vous? Non, vous pouvez agir sur l'interprétation que vous en avez. Est-ce que l'interprétation ne peut pas tout changer? Qu'est-ce qu'on vous demande? Ce n'est pas de sauver votre peau, d'un point de vue spirituel. C'est simplement d'interpréter votre vie différemment. De quel côté vous êtes? Quel côté vous mettez en avant? Votre peau? Votre sécurité? Je vous parle de façon un petit peu, ça paraît un peu solennel, hein, mais c'est important que nous soyons... Nous sommes là pour un court instant. C'est un claquement de doigts. Nous vivons dans un corps qui peut mourir à tout instant, et encore une fois, il n'y a pas de demain. Donc peut-être que notre demain, pour certains d'entre nous, il n'y en aura pas. Pourquoi on repousserait quelque chose? Une intensité de vie, un changement possible. C'est le changement à tous les instants, dans cette conscience, qui fait que vous êtes en vie. Avoir peur de mourir, c'est avoir peur de vivre. Lorsque je reviens sur le sujet, j'ai dit à un moment donné science de l'être. Vous voyez, j'emploie science. Je dis science de l'être. Oui, pour changer, il faut se servir des outils. Des outils qui sont tranchants, qui peuvent vous aider à cheminer sur un chemin, pour vous amener d'un état enfermé, prisonnier, triste, à un état de joie, libéré. Mais pour ça, il faut utiliser une certaine science, qu'on appelle connaissance. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme un scalpel. Cette connaissance, il faut la mener au plus haut possible pour que ce scalpel ne s'émousse pas et puisse passer là où il faut, de façon à rien casser. Qu'est-ce que fait la conscience? Par exemple, je donne un exemple. Ma conscience vient de la partager en deux. Est-ce que pour autant elle vient de mourir? Donc, je lui permets toujours de vivre. Et moi, en même temps, je vois des relations qui s'établissent entre sa droite et sa gauche. Et qu'est-ce que j'en déduis? Qu'il y a une certaine harmonie entre les deux blocs que je peux classer d'une certaine façon.
Quel est le plus important? C'est de l'avoir séparé ou c'est de l'avoir vivre? Les deux sont importants. Les deux sont importants parce que nous apprenons sur cette terre à la fois à séparer et à la fois à voir la beauté du vivant. La beauté du vivant nous échappera toujours à la compréhension totale. Nous ne pourrons jamais comprendre la source de l'ordre. Jamais. C'est impossible. Nous pouvons comprendre tout ce qu'il y a en deçà de la source de l'ordre. Donc on peut pousser la compréhension peut-être très haut, aux frontières du trou noir, si vous voulez. C'est comme la source de l'ordre serait comme un trou noir. Donc vous pouvez pousser la compréhension du vide avant le trou noir. Vous dites, ah oui, j'ai compris. Pouf! T'as pas eu le temps de... T'es allé trop loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu t'es dissous. Tu t'es dissous, totalement dissous. Et tu peux plus dire, je comprends. La dissous, c'est pas cher, comme on dit. Oui, il y a des oreilles. En fait, le sujet de notre être, de la prise de conscience, de ce que nous faisons, ce pourquoi nous sommes ici, etc., d'abord nous concerne à chacun. C'est-à-dire que je ne prétends pas vous dire qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez. Simplement, je développe ou je vous montre un ensemble d'éléments, à vous ensuite de les mettre en musique. La musique, c'est vous qui allez la produire. Chacun, chacune, vous allez produire votre musique. Ce n'est pas la musique du voisin qui compte, c'est votre musique. Si vous êtes un être vivant, tous les êtres tomberont à vos genoux et à vos pieds. Tous les êtres non vivants. Parce que la vie, c'est tout simplement, vous êtes la vie. Imaginez, vous êtes la vie. Hein? C'est pas vous êtes con, hein? Vous êtes la vie. Imaginez. Et tout le monde est capable de voir qu'est-ce que c'est. Ou entrevoir l'intensité de ce que pourrait être la vie. Mais à ce moment-là, vous êtes en admiration. Mais si vous êtes en admiration, vous mettez cette personne, une soi-disant personne, sur un piédestal. Si vous mettez soi-disant une certaine personne sur un piédestal, peut-être qu'elle peut vous aider et qu'elle peut même vous remplacer. Et ça y est, le piège est refermé. En aucune... Qu'est-ce que veut dire gourou en Inde? Qui c'est qui le sait? Non. Oui. Disciple obscurité. Ça ne veut pas dire guide. Ça veut dire qu'il dissipe l'obscurité. Mais à vous d'y voir. Hein. Le gourou n'a pas du tout la connotation que l'Occident a bien voulu rajouter. Un vrai gourou n'est pas là pour vous manipuler. Un vrai gourou vous dit des choses qui dissipent votre propre obscurité. Celle que vous avez mis et que vous ne voyez pas, qu'elle œuvre en permanence. Mais il ne vous dit pas ensuite comment cheminer. Il ne vous dit pas tous les jours comment réaliser le côté lumineux plutôt que le côté ombreux. Il peut, mais il ne vous remplace pas. Il ne peut pas vous remplacer. Ça serait un vol manifeste. Parce que la plus belle des choses, c'est votre propre découverte. C'est-à-dire que si vous vous trouvez dans une situation et quelqu'un vous amène la solution, il vous vole votre vie. Un gourou n'a pas le droit de faire ça. Il est obligé de vous laisser totalement libre. Par contre, des faux gourous, il y en a. Hein. Bien sûr. Et comme il y a des faux êtres, hein, il y a des représentations d'êtres. Nous sommes des représentations souvent d'êtres et nous sommes des marionnettes. Hein, et nous sommes bien loin d'être conscients encore. Lorsqu'on se rend compte à quel point nous sommes, même après des années et des années de soi-disant travail sur soi, de chemin spirituel, nous restons tout petits devant la beauté et le mystère. Tout petit. S'il n'en était pas ainsi, notre ego le récupérerait et on prendrait la tête comme un grand melon. C'est déjà faire pas mal. Eh? Ça, c'est déjà le faire, ouais. C'est déjà bien le faire. Une dernière question? Sinon, je conclurai de façon magistrale en me coupant en deux.
Après, attention, qui dit prise de conscience dit expérience. C'est pas intellectuel. Intellectuel, c'est un premier c'est pas un premier niveau. Intellectuel, c'est juste avant de sauter dans le précipice. C'est-à-dire que vous avez l'intellect qui vous a amené la connaissance, vous a dit oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, oui, je vois bien le chemin, oui, je vois. Puis, manque de bol, au bout du chemin, c'est un grand trou. Et là, tu dis oui, et où est l'échelle, la corde pour passer? Là, l'intellect, séché. Comment je passe? Personne ne passera. Abandonne. Tu ne peux pas comprendre. Tombe, meurs. Laisse-toi dissoudre. Le chemin spirituel, c'est de se laisser dissoudre avant de mourir physiquement. Parce que la mort physique ne vous dissolvera pas. Si vous croyez à votre moi, si vous êtes persuadé d'une entité solide, particulière, la mort ne cassera pas cette solidité. Parce que l'idée de cette solidité ne meurt pas. Jean-Jacques, la conscience, c'est pas le lâcher-prise, ça mène au lâcher-prise. Le phénomène de conscience est accompagné par deux voies. Une voie accumulative et une voie abrupte. La voie accumulative, c'est la voie de la compréhension. La voie abrupte, c'est la voie de l'expérimentation. Ça veut dire que la prise de conscience ou la conscience qui t'anime, qui fait partie du vivant, qui est vivant, qui est vivante, elle est forcément expérimentale et aussi elle fait appel à ta compréhension parce que nous avons reçu un outil spécifique et cet outil spécifique, il est là pour faire évoluer l'humanité. Alors qu'il l'a fait évoluer par rapport à la façon dont on s'en sert. Mais s'il l'a fait évoluer de la façon dont on s'en sert, ça veut dire qu'il peut la faire évoluer dans une autre façon si on s'en servait autrement. Encore une fois, nous avons tous les outils disponibles à nous, mais comment on s'en sert? Et forcément, il y a un moment où un certain laps de temps qui est en fait une série de prises de conscience, ou d'évolution de conscience, ou d'ouverture de conscience, ou de changement vibratoire de conscience, et l'expérimentation qui est un lâcher-prise, où on accepte de se dissoudre dans le rien. La voie spirituelle, c'est pas fait pour les lâches. C'est la plus grande... L'idéal le plus grand, c'est celui-là, pour nous tous. Et c'est pas une histoire d'intelligence intellective. C'est une histoire de... Il y a beaucoup de paramètres qui font que vous allez y aller ou pas. Mais c'est tout simplement la conscience qui est en vous qui le fera. C'est-à-dire, c'est cette réception de conscience qui fait que l'expérimentation change. Oui? Justement, mais l'ascension qualitative de prise de conscience, elle est due à la qualité de l'information que l'on reçoit. Pendant longtemps, avant l'expérimentation, même ce fameux lâcher prise, il y a d'abord une accumulation qualitative dans l'information. Tout à fait. Pour arriver à un seuil, justement, où il y a quelque chose qui peut se passer en tant qu'expérimentation, où on va se mettre en jeu. C'est pas obligatoire. Non. C'est pas obligatoire. D'abord, c'est pas obligatoire, et croire que c'est obligatoire, c'est enfermer d'autres possibilités. Bon, il y a toujours plein de possibilités. Par contre, il est évident que c'est la qualité d'une information ordonnée qui va faire que tu vas te sentir... pour résumer ce que j'ai dit au départ, c'est que la nature, ce que vous pouvez constater, c'est qu'elle est organisée. Donc si vous êtes conscient, la conscience s'inscrit forcément dans une qualité d'ordre. Une cohérence, si vous voulez, une cohérence. Mais cette cohérence, selon la qualité de cohérence, ça crée un niveau de vibration ou un niveau de conscience. Ce niveau de conscience, il est accompagné d'un niveau d'énergie. S'il n'est pas accompagné d'un niveau d'énergie, il n'y a pas de changement possible. Par exemple, pour les orientaux, ils ramènent tout, au lieu de le ramener à la conscience, ils le ramènent à l'énergie. Ça veut dire que j'ai telle énergie, je suis un animal. J'ai telle énergie, je suis un homme ou une femme. J'ai telle énergie, je commence à être créatif.
J'ai telle énergie, je commence à prendre conscience. J'ai telle énergie, je commence à m'éveiller. On le sent en plus. La joie, c'est une énergie. Quoi. Voilà, c'est une énergie. Et nous, on sépare, encore une fois, la nature de l'esprit. Donc notre problématique, ce n'est pas la séparation, on sait très bien le faire. La problématique, c'est comment réunir. Et comment s'apercevoir que tout est là. À nous de voir. Cette question que tu dis à la fin, à nous de voir pour cette unification, cette grande unification. Et ça, du coup, quel type de travail, qu'est-ce que tu recommandes? La dernière fois, c'était au quotidien, tous les jours. Par exemple, observez votre aspect mécanique et de ce que vous pourriez mettre en route qui ne soit pas mécanique. Par exemple, moi, cette semaine, j'ai expérimenté le fait que finalement, depuis tant d'années que je me crois spirituel, depuis tant d'années, je n'étais pas foutu d'arrêter de boire et de manger. Vraiment, dans le sens que ça ne me manque pas. C'est-à-dire que je peux jeûner, je faisais l'expérience, ah mais oui, tiens, tu vas te distancier, je vais jeûner, je vais créer de la distance par rapport à ça, j'expérimente, moi Jean-Jacques, j'expérimente, etc., etc. Mais derrière, il y a un manque, il y a une frustration, il y a une compensation. L'énergie et la maturité font que nous retombons dans les ornières. Lorsque c'est mûr, lorsque vous faites cette expérience, il n'y a pas de contre-expérience. C'est-à-dire que ça ne vous manque pas. Ça veut dire que vous n'êtes plus identifié à la mécanique dans laquelle vous êtes enferré. Et parce que vous avez une énergie et que vous ne tombez jamais malade, vous pouvez continuer à faire le con. Voilà la prise de conscience de cette semaine. Pour ma part. Vous voyez? Et tout le monde peut me faire. Comme moi. À tous les niveaux. Voyez tous les jours, tous les moments qui vous sont proposés pour sortir de votre ornière. Moi, je continue à boire parce qu'à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Le plaisir, c'est ce chakra. Tu vois, il manque encore. Le plaisir, il est là. Moi, j'adore. Hein. Je suis un être de plaisir. Mais je peux me contenter de ça. Hein. Voilà, mais, j'ai pas besoin de vivre avec le reste. Hein. Voilà, enlevez le dessus, et puis ça suffit. Tu mets les pattes, hein, le bassin, là, comme ça, là. Ouais, ça fait pas bien en société. Non, ça fait pas bien en société, donc garde le reste. Mais le reste, il sert à rien. J'ai le plaisir. Oui, mais enfin, le niveau de l'échelle, on n'a pas droit à monter. Personne ne peut vous empêcher, sauf vous. Personne n'est contre vous, sauf vous. Chacun est son propre ennemi de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tous les jours, vous êtes en train de faire une prise de conscience, et cette prise de conscience, elle tombe dans rien. Mais elle ne produit rien. Parce qu'elle ne déclenche pas un changement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas engagé à fond. Quand vous êtes engagé à fond dans le processus, mais ça change tout. Ça va? Ça ressemble à un discours politique à la fin, mais non, ça n'en était pas un. Merci, et continuez à la conscience et la mécanisation de vos vies, ça partira loin. Et là, vous serez des êtres vivants. Et vous serez beaux parce que vous êtes vivants, pas parce que vous avez le nez pointu ou le nez rond. Merci.